Et si on allait bien, 19h, 20h avec Nathalie. Alors ce soir on parle estime de soi, on a décidé avec Bruno de faire une intégrale sur cette notion. On a vu un petit peu à quoi ça ressemblait et là on s'est donné rendez-vous après la chanson pour savoir d'où ça vient, à quel moment ça se construit. Eh bien c'est pas un scoop Bruno de dire que l'estime de soi se construit dans l'enfance. Dans les relations avec nos parents et puis avec toutes les figures parentales et aussi éducatives. Alors comment? En fait, à travers, comment ai-je été accueillie? Est-ce que j'ai reçu un amour inconditionnel? C'est-à-dire que, quels que soient mes comportements, mes résultats, on m'a aimé? Ou est-ce qu'on m'a dit, bon, alors là, attends, tu viens d'arriver, mon petit gars, je vais voir comment tu te comportes. Si tu as ton bac, une mention, puis après, je déciderai si je commence à t'aimer. Commencer comme ça, évidemment l'amour inconditionnel, non, c'était un peu pour blaguer, mais on n'est pas tous lotis de la même façon. On est bien d'accord. Oui. Est-ce qu'on a accepté que je fasse mes propres expériences? Voilà. Est-ce qu'on m'a soutenu ou critiqué? Est-ce qu'on a valorisé mes réussites? Quelles attentes, quelles exigences avait-on à mon égard? Est-ce que mes parents ont su communiquer positivement leur affection? Quels messages récurrents ai-je reçus? Donc il y a beaucoup de choses. Et aussi comment mes parents se comportaient eux-mêmes, quel modèle ils m'ont transmis. Étaient-ils dans la peur, dans le doute? Quelle était la place de ma famille dans la société? Quelle était ma place dans la famille, dans la fratrie aussi? Parce que c'est pas pareil si on est un aîné ou le petit dernier. Alors je veux être claire, il ne s'agit pas ici de mettre en cause les parents. La plupart du temps on est désiré et aimé. Simplement les parents, ils composent avec leurs propres blessures, leurs peurs. Et puis parfois leur incapacité à témoigner leur affection. Donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils savaient. Donc c'est bien de s'en souvenir aussi. Ça peut aider à ouvrir la voie du pardon quand on en a besoin. Donc dans l'estime de soi, il y a tout ce qui relève de nos rapports avec les référents éducatifs aussi. Je pense aux instits. Quel comportement, quels mots ils ont eu à mon égard. Et puis aussi les relations avec les autres enfants, ça compte. Parce que si à 7 ans, Bruno, tu avais voulu déclarer ta flamme à ton amoureuse du moment et que tu t'es pris un joli râteau, quelle conclusion tu vas en tirer pour le reste de ta vie? Si tu peux pas te tourner vers un adulte, un grand frère à ce moment-là, quelqu'un qui va t'écouter, te comprendre, te soutenir, te valoriser, peut-être que tu vas te dire que tu n'es pas aimable au sens digne d'être aimé et que quand tu exprimes tes sentiments et donc un peu qui tu es, tu peux être rejeté, tu es rejeté. Ça peut laisser une super grosse trace et on n'a que 7 ans. Donc là, vous êtes en train de vous dire, oulala, mais on est quand même un petit peu mal parti, mal barré même. Parce que tout ça, c'est hyper puissant et sûrement très ancré puisqu'on est dans le domaine de l'enfance. Un domaine où nous sommes des éponges, nous avons assez peu de filtres. Alors, tout se construit quand même. Alors ça se construit très tôt. Beaucoup de choses se construisent sur l'enfance. Enfin, on est complètement d'accord. C'est là que se joue qui nous sommes ensuite. Mais simplement, je veux dire que c'est pas une fatalité immuable jusqu'à la fin des temps. On peut changer les choses. Parce que c'est vrai qu'au départ, l'enfant, il est comme une éponge et puis il va prendre donc les jugements, les opinions des géants que sont les adultes comme des vérités. Et ce sont ces vérités qui vont forger ces croyances, les croyances de qui nous sommes. Et encore aujourd'hui, on se trimballe ces trucs-là ensuite. Et c'est surtout vrai quand les messages peuvent être parfois répétitifs. Si on a beaucoup entendu dans son enfance quelque chose comme t'es nul, t'arriveras à rien, t'es vraiment bon à rien, c'est marqueur au fer rouge. Donc je vous invite, vous les parents, parenthèse sur ce point, à être super attentifs en tant que parents, grands-parents, à votre façon de vous adresser aux enfants. Parce que c'est pas anodin et ensuite, on poursuit notre vie avec ça, avec les messages qui nous ont été livrés entre 0 à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Voilà. Donc si vous avez reçu des messages négatifs et répétitifs en tant qu'enfant, c'est vrai que vous n'aviez pas la capacité, le recul de dire bon là, ce truc-là, je crois que je vais pas le valider en fait. Je suis pas trop d'accord avec ça. Vous l'avez pris d'un bloc et puis ça a pu créer un schéma, ce qu'on appelle un schéma de croyance, une autoroute de pensée. Les neurosciences ont étudié ça. En fait, quand on a des messages répétitifs comme ça qui nous arrivent, ou même nos propres pensées répétitives, on creuse au niveau du cerveau ce qu'on appelle un sillon neuronal. Donc comme une sorte d'autoroute, on creuse un truc là bien profond, voilà, parce que ils ont mis en évidence que dans le cerveau il y avait une
plasticité, il y avait des zones qui vraiment pouvaient, sur lesquelles on pouvait avoir des marqueurs, des empreintes. Hein. Donc je vais parler tout à l'heure, avant la fin de l'émission, des outils pour se sortir de tout ça, hein, parce que c'est vrai que là, ça commence à faire un peu beaucoup, mais ça commence maintenant, j'ai envie de vous dire, là maintenant par une décision. Ok, vous étiez enfant, vous n'aviez pas de filtre, éponge. Mais là, je suis un adulte et c'est à moi qu'il revient de dire qui je suis, de me positionner. Qui je suis, c'est bien un choix. J'ai ce pouvoir là maintenant. Et si un temps, je l'ai laissé à d'autres parce que voilà, j'étais un enfant, aujourd'hui, je peux le reprendre, ce pouvoir-là. C'est super important déjà de décider ça. Je n'empêche pas les autres de continuer à tenter de me définir. Et c'est le propre de l'humain. On est défini tous les jours, en permanence, 150 fois par jour par les autres. Mais c'est pas parce que Bruno va dire que je suis rouge à pois bleu que je suis rouge à pois bleu. Peut-être je suis rouge à pois vert ou à pois jaune, je ne sais pas. Les auditeurs non plus ne savent pas. Donc c'est moi qui décide. Hein. Donc voilà, avec les messages répétitifs qu'on a eus, on s'est construit un joli système de croyances. Après ça, en grandissant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à valider nos croyances, c'est-à-dire qu'on installe un filtre mental qui inconsciemment nous fait lire les événements dans un certain sens. Un sens qui donne raison à nos croyances. Je ne sais pas si tu me suis, Bruno, en fait. Je t'écoute attentivement. Oui, ça veut dire qu'on va relever tout ce qui est en accord avec nos croyances et on va écarter, occulter tout ce qui n'est pas compatible avec notre point de vue dominant. En fait, une croyance, c'est une histoire qu'on se raconte à soi-même. C'est juste ça. Hein. Donc, ok, oui. Vas-y, non. Si, c'est avant que la question ne m'échappe. Tu nous guides là d'une certaine manière et tu nous donnes des pistes, ce qui permet, on peut considérer ça comme une aide. C'est ma question très souvent récurrente dans tes émissions, il y a un accompagnement qui peut se faire pour ce genre de choses? Oui, bien sûr, c'est la dernière partie de l'émission. Je vais livrer des outils, un petit peu des pistes. Je devance un petit peu. Donc voilà, je vais ouvrir. Non, mais tu as raison parce que c'est très important et ça peut être une question que déjà se posent les auditeurs. Donc soyez rassurés, je vais ouvrir des pistes tout à la fin. Et bien évidemment, et j'ai même envie de dire, oui, faites-vous accompagner sur cette notion fondamentale. S'il y a même qu'un truc à faire dans la vie, en termes d'accompagnement, c'est celui-ci. Faites-vous accompagner sur votre estime de soi. Oui, prioritairement, ça pourrait être le très clairement pour la plupart celui des par gens. lequel il faudrait commencer. 80% des gens. Dans pas mal de tes émissions, il y a cette notion d'être accompagné sur telle et telle chose. Mais oui, tout à fait, absolument. Donc, on a vu ce système de croyances. Et puis, on a des tas de stratégies, en fait, parce que l'être humain, il est infiniment complexe. Donc, il met en place des stratégies, des règles de vie, en fait, pour se sentir à peu près à l'aise, pour fonctionner dans son environnement. Donc, il y a deux grands types de stratégies, c'est l'évitement. C'est-à-dire qu'on met de la distance entre soi et les autres, on évite les contacts sociaux et intimes. Et c'est aussi la course à la performance. On voit ça pas mal, et puis c'est très courant dans notre société. Simplement, je veux juste préciser que le contrôle de soi, le contrôle des autres, la perfection, l'approbation par autrui, ce sont des règles épuisantes. Et souvent, elles ont un coût. Car un jour, l'armure, elle peut craquer, elle craque d'ailleurs souvent, et elle prend la forme soit d'une dépression, soit d'un burn-out, soit d'une maladie, soit d'un accident même, ou d'un acte manqué. On voit ça très souvent, on a tous des exemples dans nos vies. Donc soyez attentifs à ça, l'être humain il est fait pour aller bien, donc s'il va à l'encontre de lui-même, à l'encontre de sa vraie nature, au bout d'un moment, le fusible peut sauter. Et puis c'est vrai qu'il y a, tu le disais tout à l'heure, et je viens de l'évoquer en disant course à la performance, il y a aussi dans notre société tout ce qui a trait au diktat de l'apparence, justement. C'est vraiment... Et tout ça, ça fragilise l'estime de soi. Parce que ça nous amène à penser qu'on est quelqu'un de bien, que si on a un statut, telle réussite, telle voiture, telle maison, tel compagnon, tel physique, etc. On se remplit par l'extérieur, alors que l'estime de soi repose sur le plein intérieur. Et ça, c'est super important. C'est pas en allant chercher à l'extérieur qu'on va nourrir et restaurer une estime de soi. C'est vraiment par une restauration intérieure, par un plein intérieur, par le fameux amour de soi qu'on a évoqué tout au début. Et ce fameux travail d'introspection qu'on évoquait au tout début. Oui, tu as parfaitement raison. Donc on peut dire stop à toute cette pression
largement répandues dans notre société, hein, société de performance, d'approbation, de la vitrine, de l'apparence. Hein. On peut dire stop à tout ça et s'affirmer sereinement tel que l'on est au regard de nos propres valeurs. Hein. Je dirais tout à l'heure un mot des valeurs parce que ça c'est super important. C'est notre socle ça. Puis stop aussi à la folie comparative. Regardez, vous êtes à une soirée, qu'est-ce que vous faites? Vous vous évaluez par rapport aux autres. Je suis sûre qu'il vous est souvent arrivé parfois arrivé, j'espère pas souvent, mais d'avoir l'impression d'être tombé au milieu de gens plus brillants que vous. Bon, ça reste à voir. Et quand bien même, à ce moment-là, profitez, savourez, apprenez. Est-ce que, parce qu'il y a des gens brillants autour de vous, est-ce que vous devenez un imbécile? Bah non. Et puis, ils peuvent être bons dans un domaine, mais pas dans tous. Personne n'est omniscient, en fait. L'autre jour, d'ailleurs, tiens Bruno, j'ai une anecdote. Lors d'une soirée, il y a une personne qui prend la parole et qui s'est mis à dire « Ah oui, mais moi, contrairement à ceux qui viennent de s'exprimer, j'ai pas la capacité d'expression et en plus, j'ai pas lu le livre, etc. etc. » Et alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Ensuite, elle nous a montré qu'elle avait d'autres talents, et notamment sa connaissance en rugby. Personnellement, moi, je connais rien en rugby, donc j'ai appris des trucs. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis pas dit « Non, mais je suis nulle, etc. » Je me suis dit « Chouette, j'apprends des trucs. » Donc voilà, soyons suffisamment ouverts à recevoir l'apport des autres sans pour autant se dévaloriser. Hein. Parce que vous comprenez bien que l'estime de soi, le problème c'est d'abord nous-mêmes, nous et notre jugement, notre perfectionnisme tyrannique. La perfection c'est une défense, hein. Moi je le dis, c'est une garantie contre l'échec. En fait, c'est vouloir être sûr de n'agir qu'à coup sûr. C'est vouloir tout contrôler en fait. Je suis désolée, mais dans toute action, il y a une prise de risque. Si on veut tout contrôler, c'est impossible, on se rend malade, quoi. Donc, et puis moi, j'aimerais qu'on me dise, qu'est-ce que c'est que la perfection? Parfait par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est peut-être parfait pour toi, Bruno, mais certainement pas pour moi. L'univers du travail est parfois un peu destructeur sur ce plan-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Principalement en France, parce qu'on a effectivement des règles et vraiment des pratiques de management extrêmement violentes. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est vrai que si on n'a pas une bonne estime de soi, on peut être assez facilement mis en difficulté, notamment dans le domaine du travail qui est, je trouve en France, très très violent, effectivement. Donc est-ce qu'on a besoin d'être parfait pour se sentir à la hauteur? Est-ce qu'on a besoin d'être parfait pour se sentir à la hauteur? Bah non, parce que parfait n'existe pas. Donc voilà, se dire qu'on a des croyances, on a des bagages, si on les valide, on les renforce et on renforce aussi notre faible estime de soi. Donc on donne le jeu à un cercle vicieux. Et moi j'ai envie de vous inviter à un cercle vertueux et c'est ce qu'on va développer dans un instant par les pistes que je vais ouvrir. Je voudrais juste, avant qu'on fasse la pause musicale que Bruno va me réclamer, et oui, je parle beaucoup ce soir, Bruno, finalement, en fait. Non, mais ça va bien. Hein. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que tu me poses plus de questions, que tu sois plus au taquet, puis finalement, tu es super attentif, tu prends ça. Alors, il y a deux autres choses. Hein. On a vu tous les piliers, on a vu les croyances, mais on a vu les stratégies. Et il y a aussi autre chose, une très très belle capacité qu'on a en tant qu'être humain, c'est l'autocritique. Alors, on le manifeste sous plusieurs formes. Hein. La première forme, c'est un dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix là dans notre tête qui jamais ne nous encourage, mais souvent nous juge, nous fait douter. C'est radiocritique. En fait, ça c'est radiocritique. Par exemple, vous savez, on fait tomber quelque chose, on oublie un truc. Ben, qu'est-ce qu'elle vous dit, la petite voix? Ah, mais qu'est-ce que tu peux être bête? Bah oui, mais à force de le penser, à force de se le dire à voix basse dans sa tête, on finit par le croire et on finit par le devenir. On trace le sillon neuronal dont on a parlé tout à l'heure, hein, le fameux sillon neuronal des neurosciences. Et puis il y a tout ce que l'on dit de soi aux autres. Et là, j'ai encore une petite anecdote. L'autre jour, j'arrive chez une amie qui me dit « Oh là là, non mais rien ne va. Je suis déprimée, j'ai des tas de trucs à gérer, j'ai pas envie, je suis vraiment bonne à rien. » Alors là, je suis vraiment bonne à rien m'a évidemment fait sursauter, j'aime autant vous dire, et je me suis empressée de recadrer un petit peu les choses sur le plan du vocabulaire parce que les mots sont super importants. Et je lui dis « Ok, là tu vois, tu te sens pas bien, hein. T'as pas l'allant, t'as pas l'énergie pour maintenant pour t'occuper de toutes ces choses que t'as à gérer. C'est ok. » Mais vous voyez, en lui disant ça, je me suis placée sur un autre plan que le je suis. Je suis sortie du je suis pour lui dire tu ne te sens pas bien.
et tu n'as pas l'allant. C'est vachement différent que de dire je suis bonne à rien. Comme elle avait cuisiné plutôt pas mal, je lui ai fait remarquer en guise de clin d'œil qu'elle était bonne à quelque chose, pour le coup. Donc elle a bien reçu le message 5 sur 5, évidemment. Parce que tout ce qui suit le « je suis », eh bien on finit par le devenir. Donc faites super attention à ce que vous mettez derrière le « je suis ». Et puis j'ai envie de vous dire, Bruno, est-ce que tu penserais à traiter ton meilleur ami comme parfois tu te traites toi-même ? Tu parlais du travail, là, il y a un instant, imagine au travail, il y a une équipe dans laquelle quelqu'un serait rabaissé, dévalorisé, critiqué régulièrement par son chef ou ses collègues. Est-ce que tu penses que cette personne va donner le meilleur d'elle-même ? Ben non. Alors pourquoi on le fait pour soi-même et pourquoi on se le fait à soi ? Hein, franchement, on est super violent souvent avec nous-mêmes. Moi, j'ai envie de vous inviter à être votre meilleur ami. Et on va ouvrir des pistes pour savoir comment on s'en sort dans un instant après la pause musicale. Les fameux outils, Les fameux je suppose. Outils. Voilà.